Allez, il est 10h04, on va attaquer les retardataires, nous rattraperons. De nouveau, bienvenue à tous sur ce webinaire sur l'ergonomie web au sein de l'ENE. Je m'appelle Johnny Trins, je suis chef de projet depuis maintenant 5 ans à l'ENE et principalement sur les 4 départements auvergnats. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Tout simplement, on va regarder un petit peu comment faire en sorte que l'ergonomie vous aide dans votre projet, soit de création, soit de refonte de site web, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et de satisfaire vos utilisateurs. Normalement, tout est OK. Vous voyez mon écran, vous m'entendez. J'ai eu un retour dans la discussion. Dans la discussion également, vous aurez dans le chat du webinaire, vous avez également le lien pour avoir l'enquête à compléter, pour pouvoir recevoir après, par la suite, à la fois le support que je vous présente aujourd'hui et aussi la session du replay qui est enregistrée. Je ferai des pauses pour les questions. Et puis, si vous avez besoin d'échanger à la fin, je serai disponible sans souci. Alors, aujourd'hui, je vais d'abord un petit peu, pour ceux peut-être c'est la première fois avec nous, avec l'ENE, représenter un petit peu ce que nous on fait. L'ENE, on est donc une agence de développement économique et territorial. On existe depuis 23 ans. On a 2 équipes. On a une équipe qui est plus sur le côté industrie et une équipe qui est plus sur tout ce qui est visibilité sur le web, donc ce qui vous intéresse aujourd'hui. Notre but, c'est de vous accompagner en toute neutralité sur votre transformation numérique. Sur tout ce qui est visibilité web, on va avoir un programme qui s'appelle Atout numérique et qui vous permet comme ça d'être accompagné sur un programme entièrement financé par la région Elfeder. Il n'y a pas de reste à charge, c'est très simple à mettre en place, en toute neutralité par quelqu'un de nos équipes sur tout un tas de thématiques. Moi, j'ai fait plein d'autres métiers avant. Je suis basé à Clermont. Je fais pas mal d'ateliers pour avoir des partenaires, des prescripteurs, pour passer l'info par rapport à notre programme. Et j'anime aussi des webinaires et des formations sur LinkedIn, l'ergonomie, les ressources humaines avec le web, la charte graphique, toutes ces thématiques qui me tiennent à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? D'abord, on va faire une petite définition de l'ergonomie pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on entend par ergonomie et qu'est-ce qu'il y a en fait derrière ce mot qui est souvent très galvaudé. Ensuite, on va regarder les règles de l'ergonomie web. On va regarder quelques exemples, les exemples qui, je pense, seront plus parlants par rapport à votre site web, de qu'est-ce qui peut être appliqué pour faire en sorte de toujours satisfaire votre utilisateur et l'internaute. Vous verrez ça que c'est vraiment le but ultime et c'est ce qui va revenir souvent dans le verbatim que je vais utiliser aujourd'hui. Ensuite, on va revenir un petit peu sur la conception d'un site. Comment est-ce qu'on fait en sorte que l'ergonomie, elle arrive à être présente à chaque étape et à nous aider à concevoir quelque chose qui va être efficient. Et une fois qu'on a fait tout ça, c'est de mettre son site à l'épreuve parce que le retour final, c'est bien celui de l'utilisateur. C'est bien lui qui va avoir la bonne réponse, entre guillemets, de ce qu'on a construit, si c'est utile ou pas. Et à la fin, je vous donnerai aussi un petit peu de ressources à aller consulter, puis je vous ferai une petite conclusion sur forme de plan d'action pour vous aider après au quotidien. Je regarde si j'ai quelque chose dans la discussion, si j'ai d'autres personnes à faire rentrer et on est bon. Alors, la définition de l'ergonomie, la définition, on va dire scientifique, c'est l'adaptation de l'outil à l'être humain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Ça veut dire qu'on doit avoir à la fois quelque chose qui doit être utile et utilisable. La nuance est assez importante. Ça veut dire qu'utile, c'est quelque chose qui va répondre à un besoin, c'est-à-dire qu'il doit faire quelque chose. Et utilisable, qui doit faciliter la satisfaction du besoin, aider à atteindre les objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, donc là je vous ai mis 2 exemples, je vous en donnerai un autre plus numérique. On a un arrosoir avec une pomme comme ça renversée. Est-ce que c'est utile? Oui, j'en ai besoin pour arroser mon jardin. Est-ce qu'il est utilisable? Non, parce qu'il a été mal conçu. On n'a pas pris en compte la finalité du truc. Et la boîte radiocommandée, la boîte de mouchoirs radiocommandée, est-ce qu'elle est utilisable? Ben oui, elle fonctionne, mais à aucun moment elle est utile. Je vais vous donner l'exemple de bornes de jeux pour enfants qu'avait conçu la SNCF dans ses gares. Et en fait, donc,
Gros budget, gros déploiement, grosse équipe derrière, donc gros objectif aussi derrière. Et le problème, quand ils ont installé ça en fait dans les gares, ils se sont rendus compte que ça n'était pas du tout utilisé ou très peu utilisé. Donc en fait, ils se sont remis à tout réétudier, le langage, le vocabulaire, les couleurs, les boutons qu'ils avaient mis dans l'application. Enfin, ils ont quasiment refait tout de zéro et ça ne fonctionnait toujours pas. Et le problème, c'est qu'à aucun moment, ils ne s'étaient mis à la place de leurs utilisateurs. C'est-à-dire qu'ils avaient conçu en fait des bornes de jeu, mais qui étaient à peu près, je sais plus, elles devaient être à plus d'1,50 m. Donc en fait, comme ça s'adressait à des petits enfants, concrètement, quand ils arrivaient devant ce truc-là, c'était trop. C'est une histoire véridique à 100%, hein. Donc du coup, forcément, on n'avait pas eu d'empathie, ça j'en reparlerai un peu plus tard, mais on s'était pas mis à la place de l'utilisateur. Donc en fait, on avait conçu quelque chose qui n'était utile, mais qui n'était pas utilisable avec la perte de temps, d'énergie, d'argent que ça peut induire. Donc cet exemple, il est là pour vous faire comprendre que tout ce que vous allez construire, la réponse finale, c'est bien l'utilisateur qui l'a parce que c'est lui qu'on doit satisfaire. Donc ergonomie, utile, utilisable. Alors si on applique ça à un projet web, ça va être une préoccupation qui doit être permanente à chaque niveau de l'entreprise, mais aussi à chaque étape dans la construction de votre site, mais qui est aussi une remise en cause permanente par rapport au retour que vous allez avoir. On dit que quand on construit un site web, on doit en fait mettre un peu son ego de côté pour se dire, ça peut être un défi technique si c'est fait en interne, mais on ne doit à aucun moment se satisfaire pour soi-même, de se dire, j'ai réussi à faire ce truc-là, je suis satisfait, je le mets en ligne. Ça se voit souvent sur des défis techniques au niveau des effets qu'on peut avoir au niveau de la descente, au niveau du scroll sur un site web. Mais est-ce que c'est utile à vos utilisateurs? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir des photos qui arrivent, qui tournent, qui bougent, du texte qui va venir clignoter? Non, en fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de lisible pour aller chercher de l'info. Donc faites bien attention à ça. L'objectif final, c'est bien le bien-être de vos utilisateurs. Alors, l'ergonomie, du coup, c'est ce qu'on appelle un peu la science du compromis. Parce que je vous ai dit, il va falloir que les utilisateurs soient satisfaits, mais en même temps, il va falloir qu'on ait du design, c'est-à-dire qu'on arrive à faire passer nos messages par notre charte graphique, notre charte éditoriale, mais il va falloir aussi en même temps qu'on ait ce côté marketing et cette contrainte aussi de vendre quelque chose, de réassurer le client. Et notre UX, elle est au milieu de tout ça, vous voyez, et elle doit en fait s'appuyer sur ces trois piliers pour réussir à fonctionner. Alors, je vous ai parlé du X, UX, UI, ça aussi, c'est des termes qu'on voit utilisés partout, qui sont souvent contradictoires, donc je vais essayer de vous l'expliquer très simplement et faire en sorte que vous compreniez bien la différence. UX design, X pour expérience, c'est ce qui est efficace. UI design, avec le I, rappelez-vous le I pour interface. Ça, c'est le visuel. L'ergonomie fait partie de l'UX design. L'UX, en fait, ça va être le parcours utilisateur, numérique ou non, hein, ça peut s'appliquer à plein d'autres domaines. Et je vous donnerai un exemple. L'UI vient ensuite habiller ce parcours. L'UX est au-dessus. L'UX, c'est l'expérience globale. L'UI, c'est l'interface. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si je vais essayer une voiture, je vais avoir une expérience globale. Est-ce que je la trouve jolie de l'extérieur? Est-ce que la conduite était agréable? Est-ce qu'elle ne consomme pas trop? Est-ce que j'ai trouvé qu'elle avait de la reprise? Est-ce que j'étais à l'aise au poste de conduite? Ça, c'est l'expérience. Et lui, c'est l'interface, ça va être le GPS. Ou ça va être les commodos que j'ai eus le long du volant. Est-ce que cette interface-là, ou alors ça va être le compteur, est-ce que il a rempli sa fonction, ses objectifs? Donc, c'est de se dire l'expérience globale, c'est l'expérience d'un produit. Par exemple, je viens dans votre entreprise et l'interface, on va dire à ce niveau-là, ça va être le site web. Ça peut être une borne, ça peut être des rayonnages que vous avez dans votre boutique. Donc, voilà un peu pour faire la différence. Il y a l'expérience et il y a l'interface.
Donc, ça veut dire que l'UX, c'est quelque chose d'invisible. C'est une sensation, c'est une perception. L'UI design, c'est ce qui est perceptible, ce qui est visible. Quand je suis dans ma voiture, le GPS, je peux voir si l'écran, il est bien placé, il est grand, si les boutons sont accessibles. Mais la sensation du véhicule, si j'ai envie de l'acheter ou pas, ça, c'est quelque chose qui est invisible. Donc, c'est pour ça qu'on vous prend cet exemple d'iceberg entre la partie qui est immergée et la partie invisible et qui est aussi importante. Un autre exemple qu'on donne souvent, ça va être avec cette bouteille de ketchup. Euh, il y a en fait le côté interface utilisateur, donc c'est le produit. On a créé une bouteille droite, classique, qui s'ouvre, on a un bouton en haut et on a notre étiquette. Mais ensuite, l'expérience utilisateur, elle a fait qu'on s'est rendu compte qu'à la fin, c'était compliqué de pouvoir sortir tout le produit de cette bouteille. Donc, on a créé quelque chose en plastique, donc qui puisse se presser pour faire sortir le produit, donc souple. On a arrêté le verre, on a mis du plastique, et on a mis un bouchon plus grand pour qu'il y ait quelque chose qui soit facilité aussi. Et également, on l'a retourné. Donc ça, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On avait le côté d'une interface, notre bouteille en verre. On s'est rendu compte que les retours utilisateurs, c'était pas satisfaisant. Donc, on a adapté tout ça, donc l'interface, pour que l'expérience utilisateur au total, elle soit satisfaisante. Donc, les deux restent liés et devront être pris en compte à chaque étape du process. Un autre exemple, il y a avec le côté design, cet exemple, il est très parlant, c'est qu'on va venir calculer quelque chose de droit, de rigide, le chemin qu'on a fait ici, à ce carrefour, pour les piétons. Mais l'expérience utilisateur, elle nous fait nous rendre compte que les gens coupent au travers parce que c'est plus court. Donc ça veut dire que quand on a conçu ce carrefour, on n'a pas anticipé l'usage qu'on allait avoir. Donc on est complètement passé au travers. Ça doit aussi faire écho avec vous, avec l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de la SNCF. C'est exactement la même chose. On a créé quelque chose de droit, de carré, de logique pour nous, en fait, au niveau de l'architecture, mais on a complètement laissé de côté l'expérience utilisateur et on n'a pas anticipé l'usage qu'ils allaient en avoir. Les premières, euh, les premières interprétations qu'on a eues comme ça de quelque chose qui s'est adapté à l'utilisateur, c'est les plans de métro. Donc encore un autre exemple que je vous donne, c'est qu'au départ, en fait, on avait un plan, donc ça c'est le plan de la ville de Londres. Donc vous voyez, 1921, on avait un plan en fait qui essayait de reprendre la logique géographique, on va dire à l'échelle. Donc on avait, vous voyez, des choses qui, avec énormément de virages, de courbes, mais qui essayaient de représenter au mieux la réalité du terrain. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était très compliqué pour s'orienter. Donc on l'a changé dès 1933 avec les plans modernes qu'on peut connaître aujourd'hui, qui ne sont pas forcément à l'échelle du terrain, mais qui sont beaucoup plus accessibles et beaucoup plus utilisables pour faire en sorte que les gens puissent se repérer. Donc ça, c'est un exemple qui est assez parlant de ce qu'on peut faire en fait en termes de cheminement pour aider nos utilisateurs. Alors, quelques idées reçues que vous allez avoir des fois un peu sur l'ergonomie en web. L'ergonomie, c'est juste du bon sens. Alors, pas que, parce que tout le monde n'a pas le bon sens au même endroit. Donc ça, il est essentiel de se dire par rapport à mes cibles, par rapport à mes personas, qu'est-ce qu'ils attendent, comment ils vont utiliser un site web. Je m'adapte aussi aux us et coutumes. On va revoir d'autres choses là-dessus. Pour l'UX, c'est bon, on a utilisé un gabarit. Alors faites attention à tout ce que vous pouvez trouver, que ce soit vous, si vous faites le site en interne, ou que ce soit par rapport à une agence, par rapport à un freelance, les templates, les modèles de site, c'est à double tranchant. J'ai encore eu le retour sur un atelier là cette semaine, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend quelque chose qui est déjà tout construit, ou éventuellement on fait travailler de l'IA. Alors c'est sûr qu'au départ, vous allez aller plus vite. Vous allez avoir quelque chose de plus simple. Il n'y aura pas de page blanche. Mais le problème, c'est est-ce que ça répond à vos objectifs? Est-ce que c'est un lien avec vos utilisateurs? Pas forcément. Donc il faut être très vigilant là-dessus. L'ergonomie et le design graphique sont contradictoires.
Pas du tout. Vous verrez que je vais vous donner des exemples où la charte graphique et les couleurs vont nous aider à atteindre les objectifs. Le mythe aussi de Monsieur Tout le Monde, quand je vous disais de créer des personas, si vous essayez de faire un site qui va plaire à tout le monde, c'est le meilleur moyen pour se planter. Il faut réussir à faire un site qui, en fait, va réussir à couvrir 80 besoins de vos utilisateurs. Parce que c'est eux qui ont la parole, c'est eux qui ont, en fait, les bonnes choses à vous dire et à faire remonter. Forcément, vous allez laisser des choses de côté. C'est à vous de faire des choix en matière de stratégie et d'orientation. Le sens de lecture, alors l'internaute lit en Z, en F, en triangle, c'est faux. L'internaute, les yeux, quand ils vont venir se poser sur un écran, ils vont être attirés par le visuel, par le graphisme, par ce qu'on va mettre en évidence. C'est là que son œil va être attiré. Donc c'est bien par rapport à comment vous allez faire en sorte de mettre en valeur vos boutons, mettre vos éléments d'interaction, que l'œil va être attiré. Et pour l'ergonomie, on verra à la fin, c'est peut-être ma préférée, celle-là. Si vous commencez à construire l'intégralité de votre site et que vous ne prenez en compte tout ce qu'on a vu qu'à la fin, eh ben vous verrez que vous allez être obligé de refaire certaines choses et de revenir en arrière et de perdre du temps. Donc, il est très important de prendre ça en considération, l'empathie que vous pouvez avoir pour vos utilisateurs dès le départ. Euh, Alors, j'ai quelqu'un qui m'a dit, bon webinaire, espérant faire le point sur le site web à chacun. Eh ben, pas du tout, parce qu'on n'est pas du tout sur le, là, on est sur un webinaire, on n'est pas sur l'atelier site web. Donc, je suis désolé, et puis on n'aura pas le temps, on ne verra pas les sites de chacun. Les règles de l'ergonomie. Alors, les règles de l'ergonomie, d'abord, c'est se centrer sur l'utilisateur, hein. C'est vraiment le terme, je pense, le plus important à retenir. C'est vraiment faire en sorte que l'utilisateur soit satisfait. Donc, concevoir un produit simple. Alors, comme on dit, less is more. Faire simple, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Donc, ne créez pas pour vous, mais pour les autres. Et ne faites pas un produit tout en un. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Essayez bien de répondre à des cibles et à des personas. Donc, les personas, on a un webinaire sur les personas, mais ça veut dire, quand si c'est pas un terme que vous connaissez, c'est de se dire, je vais peut-être prendre trois, quatre grandes catégories de clients. Je vais noter peut-être leur pouvoir d'achat, leur CSP, leur âge, leurs habitudes, les produits qu'ils ont envie de trouver, qu'est-ce qu'ils attendent de moi. Voilà, de lister ça à chaque fois et de voir comment vous allez pouvoir y répondre avec votre site web. Ensuite, il faut avoir alors ce qu'on appelle une approche design thinking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre de l'empathie dans ce qu'on est en train de faire. Mettez-vous à la place des autres. Définissez les problèmes à résoudre. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Quelle est ma plus-value? Ça, c'est indispensable, mais je réponds à quelle problématique? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Qu'est-ce qui me différencie? Idéation ou brainstorming, trouver des solutions créatives. Donc, n'hésitez pas. Souvent, ça aussi, c'est délaissé. Si vous avez des salariés, si vous avez plusieurs équipes, si vous avez des gens qui vont intervenir sur votre site, à leur demander leur avis, leur retour terrain. Ça doit vous nourrir par rapport à ce que vous pouvez mettre sur votre site et comment vous allez l'agencer. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très souvent laissé de côté. Je le vois dans les boîtes. On laisse tout ça à l'agence. Ou alors, il y a une personne qui est en charge de faire le site et on ne prend pas du tout en considération des besoins d'entreprise. Je vais vous donner un exemple là-dessus. J'ai une boîte qui a refait un site. À la fin, ils l'ont proposé, ils ont fait une présentation à l'ensemble des équipes. Et les commerciaux ont dit, OK, c'est super, mais le lien vers la CRM, pour que nous, on écrive les coordonnées de nos prospects, il est où? Ah, eh ben, on avait oublié. Eh ben, on recommence et on refait de zéro. C'est encore une histoire vraie. Donc, faites gaffe à tout ça. Ayez des prototypes. On va voir des exemples de maquettes qui vont vous accompagner tout au long pour pouvoir à chaque fois valider les différentes étapes. Essayez de tester le concept pour pouvoir l'améliorer et si possible dans le temps également. Je voulais vous donner un exemple par rapport à l'empathie. C'est quelque chose que j'ai vu sur une vidéo d'une ergonome qui devait concevoir une application pour les personnes âgées, pour le troisième âge. Et en fait, il se rendait compte qu'ils n'arrivaient pas à répondre aux besoins et aux contraintes que eux pouvaient avoir. Et ben pendant, je crois, c'est 3 mois, c'était assez impressionnant. Elle a vécu avec
Elle avait des lunettes qui lui permettaient de voir flou. Elle s'était mis des poids aux poignets, aux jambes, pour comprendre en fait les contraintes que peuvent avoir les seniors. Et de se dire à ce moment-là, je me mets dans la peau de mon public et je comprends mieux ce qui se passe. Je passe de l'autre côté du miroir. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à comprendre tout un tas de contraintes qu'ils pouvaient avoir, qui à eux, ben, leur seraient pas venues à l'esprit. Et du coup, ils passaient complètement à travers. Ça rejoint aussi un peu l'exemple de la SNCF. Donc ça veut dire que sur un site web, se tromper, c'est progresser. On doit à chaque fois qu'on va partir sur une idée, qu'on rajoute quelque chose, le tester, revenir peut-être en arrière, mais faire en sorte qu'on va valider comme ça chacune des étapes. Rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné des commerciaux qui, lors de la présentation du site, bah, il manquait l'outil que eux, ils avaient envie de voir, hein. Le reste les intéressait pas, entre guillemets, mais l'outil qui, eux, leur permettait de travailler, bah, il avait complètement été laissé de côté. Et donc, du coup, on a dû être obligé de tout revoir et de tout refaire. Alors que si on l'avait vu étape par étape, bah, on aurait pu progresser beaucoup plus rapidement et gagner du temps. Euh... Oula. Là. Alors, première loi que j'ai envie de voir avec vous aujourd'hui, c'est la loi de proximité. La loi de proximité, en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, l'internaute, il va réussir à comprendre que quand on lui demande une action, qu'il a un élément interactif, donc par exemple un bouton pour se connecter ou pour créer un compte, le fait que les blocs de contenu soient rapprochés, lui va intérioriser en fait qu'on va lui demander une action inhérente au texte qui est proche. Donc là, par rapport à cet exemple que vous avez ici, en logique de design, qu'est-ce qu'on aurait fait? Bah, on aurait en fait dit les deux boutons doivent s'aligner en bas. On a quelque chose d'uni, d'aligné, de propre. Sauf que comme on a une zone de test qui est plus grande côté client, eh ben, ça aurait fait du vide côté première visite. Donc on a préféré monter le bouton pour que les gens comprennent bien qu'il y a un bouton qui est pour je suis déjà client et un bouton qui est sur quand je veux créer mon compte. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on a deux boutons d'action qui sont proches, eh ben, c'est souvent compliqué de comprendre ce qu'on attend de moi. Là, en plus, même police d'écriture, même couleur, même typo. Donc, on a quelque chose qui sont différents pour faire en sorte qu'on comprenne mieux. C'est ce qu'on appelle un peu la gestion de l'espace négatif. Très souvent, sur les sites des boîtes qu'on accompagne, on se rend compte que tout est tassé. On a énormément de contenu, ce qui est bien, mais ça manque de respiration. Il faut que ça respire, il faut qu'on ait de la marge, il faut qu'on arrive à respirer entre ce que vous allez donner comme info. Sinon, on a trop de choses d'un coup. L'internaute, il est perdu, il ne sait pas où on veut l'amener, il s'en va. Donc, pensez bien à aérer vos blocs de section et pensez bien à rapprocher les boutons des éléments auxquels ils sont inhérents. Je vous donne un autre exemple pour ça, pour cette loi de proximité, pour que vous compreniez bien. Là, on a deux menus de deux sites qui existent, qui sont en ligne. Alors, celui de gauche, on a quelque chose qui a été rangé. Alors, c'est ce qu'on appelle un méga menu, c'est-à-dire qu'au survol, on a quelque chose qui vient s'ouvrir avec des sous-catégories. Et donc, ici, tout a été rangé par proximité. Vous voyez qu'on a fait des colonnes, on a fait ça sur deux lignes. Et pour bien comprendre, par exemple, dans musique, que la sortie musique, elle dépend de musique, eh ben, on a notre catégorie principale qui est en gras et en majuscule et située en haut, et on a les autres qui sont juste en dessous, pour faire en sorte qu'on comprenne bien et qu'on arrive surtout à naviguer facilement sur le site. Donc à trouver le produit facilement et donc à l'acheter. Alors que de l'autre côté, alors on a un site qu'on appelle sapin de Noël, hein, c'est-à-dire qu'on en a un peu de partout. On a de la couleur, on a des éléments cliquables, on a du texte, on a plusieurs polices, on a plusieurs couleurs. On n'a pas de choses qui sont rangées par section, par colonne ou par ligne. C'est des choses qui sont importantes, ça, en ergonomie web. Et du coup, quand on arrive là-dessus, je ne sais pas où je dois aller, je ne sais pas où je dois cliquer, je ne sais pas ce qu'on attend de moi. Et dites-vous bien que l'internaute, en moins d'une demi-seconde, s'il est perdu, il s'en va, il quitte votre site. Ensuite, la loi de Fitts. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est élément
cliquables, donc on a déjà parlé un peu des boutons d'action, ce qu'on appelle les call to action, les CTA, ça c'est un terme que vous verrez souvent passer, ils doivent être gros et ressortir. Pourquoi? On doit faire en sorte d'aider le clic à l'internaute. Donc il faut que la zone cliquable, elle doit être plus importante que la forme en elle-même. Je vous ai mis un exemple, une petite maison, donc ça en général, ça c'est pour aller sur la page d'accueil. Vous voyez que normalement, on se dirait, ben, mon élément cliquable, je vais juste mettre ça autour de la maison. Et en fait, bien souvent, en web, on va faire en sorte que la zone qui est cliquable, eh ben, elle va être plus grande que l'icône en elle-même pour faciliter le clic. Qu'à la souris, on trouve ça facilement, ou que au pouce, quand on est sur un téléphone portable, on arrive facilement à aller là où je veux l'amener. Réservation, prise de rendez-vous en ligne, inscription à newsletter, paiement, mise au panier. Et l'exemple que je vous ai mis à droite, il doit vous faire prendre conscience, je reparle un petit peu après, qu'aujourd'hui, les trois quarts des gens qui vont aller sur votre site web, ils vont faire ça d'un téléphone, d'un petit écran, avec d'autres contraintes qu'on peut avoir. C'est-à-dire que le téléphone, on va le tenir comme ça, avec le pouce. Donc, il faut que les éléments importants et cliquables se retrouvent en bas, bien souvent à droite, ou carrément sur toute la largeur. Donc, tout ce qui va être mise au panier, achat, inscription, prise de rendez-vous, il faut absolument que ce soit dans la zone basse, avec une grande importance pour que ce soit facile au clic. Donc là encore deux sites pour vous illustrer ça. On va avoir, alors là c'est le site d'Airbnb, alors peut-être que depuis ils l'ont changé, mais ils avaient quelque chose qui était très simple. Malgré le fait qu'on ait énormément de références, énormément de choses à montrer, on avait quoi dans le menu? On avait hébergement, expérience, expérience en ligne. Et en dessous, on avait un configurateur très simple. Je veux aller où? Arrivée, départ, voyageur. Et qui permettait après de découler tout ce qu'on allait trouver et d'avoir des filtres de tri. Donc quelque chose de simple, malgré un site avec énormément de contenu, donc qui fonctionne. Et de l'autre côté, donc ça c'est un groupe pharmaceutique, je ne sais plus exactement, c'est que j'avais récupéré ça, mais c'est un site qui est en ligne, où en fait on a un menu qui est beaucoup trop important. Un menu, c'est entre 5 à 7 items. Là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et du coup, on va perdre l'internaute parce qu'on n'a pas eu un menu qui va descendre de catégorie principale avec des sous-catégories. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure pour les différents produits en vente. Et du coup, qui ne remplit pas le job. Et en même temps, par rapport à ces éléments cliquables, je pense que peu d'entre vous avaient vu qu'on avait un lien vers la chaîne YouTube ici. Le tout petit bouton play là en gris. En plus, on n'est pas sur la bonne couleur. On est habitué à voir ce logo avec la couleur rouge, la couleur de YouTube. Donc, ça veut dire qu'en fait, ici, on n'a personne qui va aller chercher ça ici. Déjà, c'est très mal placé. À cet endroit-là, on s'attend plutôt à voir le logo. On le clique, c'est la page d'accueil. Et donc, ça avait été mis là et en fait, ça ne fonctionnait pas parce que ça n'est pas à sa bonne place et surtout, ça n'est pas visible. Je vous reparle un peu du principe de distance sur mobile avec un schéma, que ce soit sur tablette ou sur téléphone, avec en fait ces fameuses, alors ce qu'on va appeler des zones de chaleur, c'est-à-dire les zones qui sont propices au clic par rapport à la contrainte de l'écran et aussi par rapport à comment est-ce que mon téléphone il est tenu. Donc ça c'est très important en fait de toujours tester vos réalisations de site web sur des écrans à la fois intermédiaires, donc ça peut être une tablette, et sur votre téléphone. Sur des constructeurs de sites, vous avez la possibilité de vous projeter là-dessus. Moi, je vous conseille de temps en temps de prendre un téléphone et de regarder vos différentes pages et de voir si c'est lisible, si on voit bien les infos, si on comprend bien. C'est indispensable. Deux exemples pour étayer ça. Je vous ai mis deux sites qui fabriquent exactement la même chose. Donc, on est sur des gobelets en plastique réutilisables et personnalisables. Alors, sur le côté gauche, on a ce qu'on appelle le gobelet français. Donc là, on a pris en considération, en fait, ce côté contrainte de téléphone, très vertical. Donc, on a mis notre contenu en deux colonnes. Vous voyez qu'il y a de l'espace entre les réalisations. On voit bien ce qu'on a. Et en dessous, on a les différentes versions qu'on peut avoir. Le petit truc grisé. Et tout ce qui est bouton d'action, LED, le retour en haut, on s'est servi de la charte graphique, notre bleu, blanc, rouge,
pour les faire ressortir et ils sont situés sur la zone basse. De l'autre côté, je ne sais plus comment s'appelle la boîte, on a un site en fait qui a été construit sur grand écran et qui est rentré un peu au chausse-pied sur les téléphones. Et en fait, quand on se retrouve là-dessus, le texte, il est illisible. Les boutons, c'est absolument incliquable au pouce. On ne voit pas les produits. Donc, du coup, là, le configurateur, c'est complètement raté. Ensuite, le principe d'affordance. L'affordance, c'est les signes implicites et explicites qui nous poussent à agir. Alors là, par exemple, l'exemple que je vous ai mis, c'est sur les poignées de porte. Dans notre tête, on sait que quand on a une poignée simple, comme celle qu'on a à droite, je vais venir tirer la porte. Instinctivement, c'est ce que je vais faire. Quand on a cette grande barre de poignée, qui est souvent sur des issues de secours, on sait qu'on doit pousser. Alors qu'à aucun endroit, cette chose-là a été écrite. C'est ça les signes qu'on peut avoir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on rajoute ça au web, c'est les effets au survol. Quand on est avec sa souris sur un élément, si tel élément doit être cliquable, ça peut être une photo, ça peut être un bouton d'action, ça peut être une foire aux questions qui va venir ouvrir la réponse, il faut absolument qu'il se passe quelque chose. Un changement de couleur, une inversion de couleur, une taille de police qui va grandir, un petit effet comme ça de bounce, de rebond, mais il faut absolument qu'on donne un signe à l'internaute, j'attends de ta part une action. Si ce truc-là n'existe pas, vous aurez à peu près 20 à 30% de clics en moins sur vos boutons. Donc, ça va se ressentir après sur les achats, sur les inscriptions. Donc, pensez bien à vous dire, tous les boutons où j'attends une action de la part de l'internaute, ils doivent être proches de ce qu'ils représentent, c'est ce qu'on a vu. Ils doivent être visibles, pensez aux marges et aux espaces négatifs. Et quand je suis dessus au survol, il doit se passer quelque chose qui me donne une indication et qui me pousse à agir. Alors, encore un exemple là-dessus, un site de vente de mobilier. Je vous donne un exemple, je crois, après dans ceux que je vous laisse. Sur la partie gauche, où en fait, là où on veut amener l'internaute, c'est à nous faire une demande de devis. Donc le bouton, il a de la place, en haut, en bas, à droite, à gauche, et on le fait ressortir avec notre charte graphique et notre couleur rouge pour faire en sorte qu'il soit visible. Et quand on arrive sur cette partie-là, le premier truc qu'on voit, c'est ce bouton d'action. Ça tombe bien, c'est là où on veut les amener. De l'autre côté, on a un site en ligne de réparation informatique. Et là, en fait, on a donc notre formulaire de contact et on a deux boutons. Vous voyez, ils sont proches, soumettre et devis détaillé, qui ont la même taille. Donc, on ne sait pas lequel je dois, moi, internaute, prioriser. Donc là, déjà, on est perdu. Et deuxièmement, on a mis un petit bandeau informatif au milieu avec une couleur jaune fluo qui ressort. Donc du coup, quand on arrive sur cette page, le premier truc qu'on voit, c'est pas notre formulaire de contact, c'est pas que notre prospect nous contacte, c'est ce truc-là qui arrive. Donc là, vous voyez un exemple aussi parlant de comment est-ce qu'on fait ressortir là où on veut l'amener et comment on peut lui faciliter le truc. Ensuite, le nombre magique de Miller. Nombre magique de Miller, ça va être par rapport au menu et par rapport à ces différents éléments. Donc ça, c'était le menu qu'avait à une époque le site de Porsche. Porsche, en fait, a énormément de véhicules, donc il était compliqué pour eux de réussir à orienter l'internaute. Donc ils se sont servis de ce qu'on appelle d'un méga menu, c'est-à-dire quand au survol, je suis sur un des véhicules, j'ai cette fenêtre en bas qui va s'ouvrir avec des différents items. Regardez la place qui est laissée par rapport à configurer par rapport au bouton qu'on a à droite et par rapport au véhicule à gauche. Mais par contre, l'appellation à côté de l'icône sont rapprochées, comme ce qu'on s'est raconté tout à l'heure. Et on a le véhicule qui est mis en lumière pour qu'on arrive à comprendre en fait sur quoi je suis. Donc je suis en train de guider mes internautes. Et on a toujours cette histoire de 5 à 7 éléments dans un menu. Jamais plus parce que vous allez alourdir le truc et vous allez le perdre et ça va être aussi très compliqué à l'afficher de manière efficiente. Je vous laisse un autre exemple entre deux entreprises, une entreprise lyonnaise, bar à linge,
et une autre entreprise, je crois norvégienne, avec 2 menus. Donc là, je pense que les visuels parlent d'eux-mêmes, mais ça veut dire qu'au survol, quand on est sur bar à linge, on a lit, bain, table, déco. Et quand on est dessus au survol, vous voyez déjà qu'il y a une couleur qui vient se rajouter dessous. Je sais où je suis présent. Et là, on a donc ce méga menu avec des visuels. On a des choses qui sont rapprochées. On a des choses qui sont hiérarchisées pour nous permettre, en fait, de trouver ce qu'on cherche alors qu'on a énormément de références. De l'autre côté, l'autre site à droite, on a aussi énormément de références, mais tout est pêle-mêle. On a mis tous les visuels, on a mis toutes les couleurs qu'on pouvait, on a énormément de liens cliquables. Et du coup, ben, sur ce truc-là, on est perdu, on ne sait pas où est l'information, donc du coup, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. L'anecdote en or, donc ça, c'était par rapport à un site d'e-commerce qui, avec un bouton, avait réussi à faire un gain de 300 millions de dollars. Alors, on est quand même sur une énorme entreprise, hein. Ne me faites pas dire qu'en rajoutant un bouton, vous allez arriver à ça, hein. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'en fait, ils se sont mis à la place des internautes où ils se sont dit, on avait uniquement la possibilité de commander en s'inscrivant, donc en donnant l'intégralité de ces infos. Ils ont rajouté le bouton, donc un bouton, deuxième bouton, avec la possibilité de s'inscrire en tant qu'invité. Et ça, on l'a encore vu avec une collègue il y a 15 jours sur une entreprise qu'elle a accompagnée. Ils n'avaient pas de vente. Ils ont rajouté ce bouton invité et les ventes sont reparties. Parce qu'à un moment donné, on a pris en considération le retour des utilisateurs. Je veux commander un truc. C'était un produit qui était à 80 euros, quelque chose qui va peut-être me durer 5 ou 10 ans. La boîte ne vend que ça. Bah, je vais pas aller m'inscrire. J'ai pas envie de perdre du temps à mettre mon mail, machin. Nanana. Donc, du coup, bah, on a réussi à répondre à ce qu'attendaient les utilisateurs, à leur faciliter la vie. Et du coup, ça a fonctionné. Donc, pensez-y à ça. Je vous laisse quelques sites pour avoir en fait bah, des exemples concernant des choses intéressantes à regarder. Il y a une compagnie aérienne. Je vous ai relaissé le site qu'on a parlé tout à l'heure sur l'exemple de la couleur du bouton rouge, qui est très bien fait, hein. Donc c'est un site e-commerce qui est sympa. Un site d'un designer japonais ou qui est aussi intéressant. Un site d'une agence ukrainienne de com. C'est surtout dans l'utilisation des couleurs que c'est intéressant de voir comment ça nous permet de naviguer dans ce site. Là, sur un site d'e-commerce aussi intéressant de voir comment tout ça est mis en place. Et puis, je vais vous faire une petite fiche pratique pour les côtés ergonomie avant de passer à la suite. Bah, d'abord, c'est de définir des blocs de contenu pour faciliter la navigation. Un site web, c'est une commode avec des tiroirs. Et je hiérarchise mon contenu. Premier tiroir, qu'est-ce que je mets? Mon tiroir, ma section. Je mets une vidéo de drone. Je mets un carrousel avec des images. Je mets du texte. Je mets un bouton d'action. Deuxième tiroir, qu'est-ce que je mets? Je mets 3 colonnes avec mes services. Je mets mes prestations. Je mets mes retours d'avis utilisateurs. À vous de gérer comme ça ces différents éléments. Je vais faire sortir mes éléments d'interaction, les boutons. Je vous ai fait le laïus tout à l'heure. Je tiens compte du responsive design, les petits écrans. Je crée un parcours utilisateur. Qu'est-ce que j'attends de la part de mes internautes? Et je fais attention à la lisibilité de mes éléments. Rappelez-vous ce qu'on a vu avec notre site, avec tous nos véhicules. Avant de passer à la conception, je vois que j'ai deux, trois retours. On peut aussi tester des maquettes du site avec un panel de quelques clients. Exactement. Ça, j'y reviens après sur les tests utilisateurs, mais c'est intéressant en fait d'avoir des fois des retours en cours de route. Bien sûr, si vous avez l'occasion, c'est sympa. Donc, ça peut être vos salariés, ça peut être des clients chouchous, ça peut être des ambassadeurs, ça peut être des influenceurs qui vous aident, ou en leur disant, bah voilà, ce truc-là, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu changerais? Et on verra après, poursuivre un peu, parce que je suis déjà bien en retard. Donc, on verra après, je vous dirai un peu plus comment compléter tout ça. Alors, pour attaquer la conception, bah, le premier truc, en fait, ce qu'on dit sur le web, content is king. Le contenu est roi. Il va falloir mettre du texte, des images, des vidéos. C'est ça qui va vous faire gagner en crédibilité et aussi en référencement naturel. Il faut définir vos valeurs et vos objectifs avec ce site.
Souvent, les boîtes me disent, bah, on fait un site internet parce que c'est obligatoire. Nous, on n'a jamais rendu le site web obligatoire dans les entreprises qu'on accompagne. Il y a des boîtes qui font du chiffre incroyable et qui n'ont pas de site internet parce qu'elles ont d'autres leviers de croissance. Elles font de l'emailing, elles bossent avec leur avis Google, elles sont à fond sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres choses qui sont possibles à mettre en place. Tout dépend de vos objectifs et de vos contraintes. Donc, c'est de se dire, si j'y vais, pourquoi? C'est quoi les objectifs? C'est quoi les valeurs? Qu'est-ce qui est intéressant pour moi? Donc, c'est aussi de savoir quelles sont vos cibles, quelles sont les fonctionnalités que vous allez vouloir leur faire faire. Qu'est-ce que je dois mettre en place dans mon site? Et ensuite, c'est la contrainte qui va s'en occuper, interne, externe, budget, pas de budget. Je prends peut-être un stagiaire, je prends un alternant. Comment tout ça va venir se passer et comment vous allez surtout l'anticiper parce que ça va vous prendre du temps. Le premier truc, c'est de définir votre contenu. L'arborescence, le menu, la table des matières, peu importe comment vous l'appelez. Donc là, je vous laisse un exemple. Là, on l'a en termes de carte heuristique. Là, c'est comme vous le souhaitez, mais ça peut être quelque chose de très simple, papier, crayon. Moi, ce que je conseille souvent pour faire votre menu, pour être sûr de ne rien oublier, un truc très simple, la méthode du tri des cartes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, moi, je l'appelle post-it, la méthode post-it, parce que je trouve ça plus rigolo. Vous allez prendre un tas de post-it. Voilà, vous allez le laisser au bureau. À chaque fois que vous passez devant, vous dites, ah, alors attends, Johnny Trins, il nous a tanné qu'il fallait des boutons. Ok, je prends un post-it, je note bouton. Le lendemain, vous repassez devant. Ah ouais, mais nous, on va faire de l'emailing. Donc, il faut un truc inscription newsletter. Vous écrivez inscription newsletter. Puis après, vous dites, ah ouais, mais on a fait une vidéo de notre entrepôt. Ça, ce serait sympa qu'elle soit en haut sur la page d'accueil. Allez, vidéo entrepôt. Ouah, des photos d'équipe. On a des photos sympas de nous tous. Ok, allez, je marque. Photos d'équipe. Et quand vous aurez plus rien à écrire sur les post-it, vous vous mettez sur une table, comme vous montre l'illustration, et vous allez venir agencer ça. Vous allez vous dire, OK, il me faut une page accueil pour mettre ma photo d'équipe, résumer mes prestations, peut-être un formulaire de contact, peut-être une FAQ. Et comme ça, vous allez placer tous vos post-it et sans vous en rendre compte, vous allez construire de manière cohérente l'intégralité du menu de votre site. Donc, première catégorie, c'est celle qu'on a sur les post-it verts, mais aussi vos différents tiroirs du site, parce que vous allez mettre vos différents post-it sur votre page avec cette contrainte verticale, et surtout, vous allez hiérarchiser votre contenu, comme un entretien de vente. Qu'est-ce que je raconte au départ et qu'est-ce que je raconte à la fin? Ça, je l'ai fait il y a 2 mois dans une boîte Indus. Ça a super bien marché. Et à la fin, quand on avait remis tous nos post-it, on a pris ça en photo et on avait notre menu de notre site. On avait tout l'agencement de notre contenu et on a envoyé ça au Presta dans notre cahier des charges quand on a fait la demande de devis. On a dit voilà, le site web, c'est ça qu'on veut. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ensuite, je fais un petit aparté sur tout ce qui est charte graphique et charte éditoriale. Ça aussi, on se rend compte que c'est des choses qui sont souvent laissées de côté, alors que l'identité visuelle d'une boîte, c'est indispensable pour vivre. Voilà, je peux pas mieux vous le dire. Alors, il y a plein d'exemples que je donne. Un exemple que j'ai vu hier. Voilà. La compagnie des déboucheurs. Vous irez chercher la compagnie des déboucheurs sur Google. Vous verrez qu'ils ont des véhicules roses, alors qu'ils font l'activité le moins sexy de la planète. Mais ils se démarquent par leur discours, charte éditoriale, par leur charte graphique, leur couleur rose. Et c'est ce qui leur permet de faire du chiffre. Donc ça, c'est quelque chose qui va démontrer votre professionnalisme et qui va vous permettre de vous démarquer. Prenez en exemple, c'est ce que je donne à chaque fois, les franchises, les H&M, les Marie Blachère, les Ikea. Quand on rentre dans ce genre de magasin, juste avec l'écriture, on sait ce qu'on vend, on sait à qui ça s'adresse, on sait le pouvoir d'achat, on sait si ça va me plaire ou pas. Et du coup, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous démarquer et être reconnaissable. Donc, une charte graphique, c'est quoi? C'est un logo ou plusieurs déclinaisons, les couleurs, la typo, les icônes, les médias, les boutons, le message. C'est tout ça qui doit être en fait formalisé. Je vous laisse des exemples de chartes graphiques. Je vous ai laissé l'exemple de la French Tech. Une charte graphique, ça peut faire une feuille A4, comme ça peut faire 60 pages. Ça dépend bien sûr des contraintes. Donc avec les interdits,
avec les différentes couleurs. Les couleurs, moi, je vous conseille 3 à 5 couleurs. Donc, ça peut être à la fois pour tout ce qui est print, hein, les flyers, les kakémonos, les cartes de visite. Pareil pour le web. Trois couleurs principales, là, c'est pas mal ce qui a été fait. Trois couleurs principales, quelques couleurs secondaires. Mais 3 à 5, ça suffit largement. Évitez le site sapin de Noël. La police d'écriture, alors là, c'est 1 à 2. Une, en général, ça peut suffire. Parce qu'il y a plein de déclinaisons. Vous voyez là, on a la même, hein. Helvetica, une police qui va bien. Il y a Futura, Garamond, Gotham, Roboto, Montserrat. Enfin, ça, c'est celle qu'on voit assez souvent. Et en fait, c'est de se dire là-dessus, ben, par rapport à la graisse, donc ça, c'est par rapport plus ou moins gras. Vous voyez là la différence qu'on peut avoir. Par rapport majuscule, minuscule, et par rapport à la taille aussi de la typographie, très souvent, les sites qui fonctionnent le mieux, ils ont une police d'écriture, mais elle est déclinée de plusieurs façons par rapport encore à l'importance de mon contenu. Et ensuite, c'est la charte éditoriale. Donc, où sont mes mots-clés? Qu'est-ce que je fais passer comme message? Quelles sont les thématiques que je vais aborder? Et comment je le fais? Est-ce que je les tutoie? Est-ce que je les vouvoie? Tout ça, ce sont des choses qui sont à notifier sur papier pour faire en sorte que peu importe la personne qui communique au nom de votre entreprise, interne ou externe, il y ait une cohérence dans le discours. Un gros pavé aussi, c'est l'analyse concurrentielle. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Tout ce qu'on est en train de se raconter aujourd'hui, en fait, bah, dites-vous bien que les copains, ils ont eu les mêmes contraintes. Donc, étudiez 3 à 5 sites de vos concurrents. Ça peut être des fois dans votre secteur d'activité ou dans d'autres secteurs d'activité, mais qui en fait vont nourrir votre réflexion par rapport à ce qu'eux auront fait en bien ou en mal. Servez-vous des erreurs de vos concurrents. Si vous dites ce concurrent, il a un truc qui fonctionne pas, on comprend rien, ok. Pourquoi je comprends rien? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Et comment moi je vais y répondre pour avoir quelque chose de plus performant? Donc je vous laisse des fiches très simples pour vous permettre d'analyser les sites. Je mets l'URL, je mets une note globale, positif, négatif, les bonnes idées à conserver, les mots-clés à réutiliser pour vous aider à pousser un peu votre réflexion là-dessus. Et également aussi bah, les bonnes idées à retenir par rapport peut-être à de la vente en ligne, les services, de l'ergonomie, qui doivent faire en sorte de dégager des idées pour nourrir, vous, votre construction de votre site. Alors ensuite, les maquettes, avec quelques mots un peu barbares, là, zoning, wireframe et autres prototypes, ce sont les différentes étapes de construction de votre site et qui doivent être validées à chaque fois. Donc, si on regarde un exemple, le zoning, on va venir placer nos différents éléments. Donc, vous voyez, on a commencé à mettre de la place. Notre logo, il va être centré. Sur les côtés, là, les deux petits carrés blancs, bah, ça va être les flèches pour pouvoir faire défiler un carrousel. En dessous, on a mis 3 ronds parce que là, on va mettre 3 trucs. Donc, ce sera peut-être 3 services, 3 prestations, je sais pas. C'est les tiroirs de ma commode. Ensuite, on va passer au wireframe. Le wireframe, on va commencer à mettre le texte. Donc, on va voir si on a quelque chose qui reste lisible, si j'ai besoin de plus ou moins de place. Rappelez-vous tout ce qu'on s'est raconté sur l'espace négatif. Et ensuite, le prototype, eh ben, on commence à avoir un truc qui est mis en ligne, qu'on peut avoir avec des éléments cliquables. Là, c'est ce qu'on a en bleu. Et voir si on a nos fameux effets au survol et si c'est compréhensible et facile d'accès. Mais ça veut dire aussi que ça peut partir papier, crayon. Très simplement, un truc simple. Les entreprises, des fois, elles n'osent pas gribouiller ou raturer. C'est normal. Il faut le reprendre, le remâcher, le ressasser. C'est ce qui fera que vous aurez quelque chose qui va être fonctionnel. Donc, c'est de se dire, bah, qu'est-ce que je mets en haut? Navigation secondaire, principale. Là, j'ai des photos. Là, je vais mettre un peu de texte. Et puis après, on peut le reprendre. Alors, ça peut être un simple truc Excel, hein, avec encore une fois bah, ces différents blocs, ou alors sur un Photoshop, sur un Figma, peu importe. Et puis qui après, dans le temps, vous voyez, celui qu'on a à droite, bah, va être de plus en plus fourni, de plus en plus complexe. Une fois qu'on a fixé les blocs, eh ben, on va commencer avec ce qu'on veut mettre à l'intérieur, le texte, nos éléments, nos médias et aussi à la toute fin, bah, les zones cliquables. Les tests, on a parlé un petit peu tout à l'heure. Je regarde un peu les questions avant d'attaquer, mais on peut aussi tester des maquettes du site avec un panel de quelques clients. Oui, ça je vous y ai répondu. On a regardé les maquettes. Oui, mais le nombre des pages possibles dépend du budget. Oui, totalement. Mais entre 3, 4, 5, 6 ou 7 pages, déjà, il y a moyen de mettre tout ce qu'il y a sur une entreprise.
et c'est pas forcément ça qui va faire exploser le budget. Ou alors vous n'êtes pas chez un bon prestataire, hein. Ça, c'est garanti. Euh, ah, je l'ai eu en client, ils m'ont laissé un parfum rose aussi. Et ben ça c'est cool, mais je sais pas qui. C'était par Alain, c'était qui? Merci pour votre tour. Donc ça veut dire qu'on vous donne en exemple des entreprises sympas. Sur les tests utilisateurs, donc ça va être vraiment là, bah, la confrontation directe, hein. Donc là c'est la bonne parole, on va dire. Donc c'est complémentaire du tri des cartes. Rappelez-vous notre histoire de post-it en fait. Aucune expertise, que ce soit la mienne, que ce soit la vôtre, que ce soit celle d'autres prestataires, ne remplacera jamais l'observation des internautes. Quelqu'un qui va vous dire, ah, mais moi je sais où ils vont cliquer, je sais ce qu'ils vont faire, méfiance. Ceux qui ont la réponse, c'est les internautes. Parce que vous allez souvent voir que les retours terrain que vous allez avoir, pour vous, ils vont être complètement illogiques. Parce que bien souvent, vous, en tant que professionnel de votre secteur, bah, votre vue, elle est biaisée. On n'a pas ce côté candide que peut avoir votre prospect, votre client. Donc, c'est bien eux qui ont la réponse. Donc, choisissez des participants représentatifs de votre cible. Pensez à l'histoire des personas. Surtout, définissez des scénarios effectués par vos participants. Je vais vous donner des exemples et essayez d'observer leurs réactions et comportements. Euh, vous verrez que dans le langage non verbal, c'est aussi intéressant que ce qu'ils vont vous dire. Parce que si on demande à quelqu'un, ça je l'ai souvent vu avec des boîtes, elles m'ont dit, oh, bah, j'ai demandé, ou moi j'étais là en direct avec eux, ils ont demandé à une de leurs connaissances, bah, dis-moi ce que tu penses de mon site. Donc ils ont regardé le truc sur leur téléphone, et puis j'accentue exprès, hein, pour que vous compreniez bien le truc, mais ça a dû vous arriver plein de fois. Ouais, ouais, il est super. Alors attends, tu dis ça pour me faire plaisir, parce que je vois que ta tête, tu as tiqué, il y a quelque chose qui allait pas. Donc, il faut absolument définir des scénarios pour comprendre et passer un peu outre ce côté, ouais, il est sympa, ouais, il est beau, parce qu'un site beau, ça veut rien dire, hein. Donc, c'est de se dire, à un moment donné, je vais faire en sorte de leur donner des exemples de scénarios. En regardant la première page, est-ce que tu sais ce que je propose? Moi, il y a plein de sites que j'étudie ou que je vois de clients. Je sais pas ce qu'ils vendent, honnêtement, parce que on n'explique pas clairement et simplement. Imaginons que vous cherchiez à acheter un 2 pièces sur Lyon. OK, comment je fais pour trouver ça? Vous devez joindre ce magasin ou trouver ses coordonnées. Voilà, montrer le site, dire bah tiens, mon numéro de téléphone, est-ce que tu le trouves facilement sur mon site? Oui, non, j'ajuste. Je me rappelle plus, mais j'ai droit à quoi si je m'inscris à la newsletter? Est-ce qu'on arrive à comprendre, bah déjà qu'il y a une newsletter, qu'on peut s'inscrire et qu'on gagne quelque chose? Est-ce que c'est notifié? Est-ce que c'est, est-ce que c'est quelque chose qui est facile à voir? Est-ce que c'est pas trop bas dans ma page? Tout ça dépend en fait de l'importance que vous allez y allouer. Donc, essayez vraiment d'avoir des scénarios. Parce que sinon, les retours que vous allez avoir, soit ce seront des gens qui vous seront proches, donc c'est ce qu'on a vu, bah, ils vont vous dire oui pour vous faire plaisir, soit c'est des gens qui vont être un peu embêtés et qui vont pas trop savoir quoi vous exprimer. Donc, essayez vraiment d'avoir des petites questions simples pour savoir en fait le retour. Est-ce qu'on comprend ce que je vends? Est-ce qu'on peut trouver facilement mes coordonnées? Est-ce que tu as compris qui travaille dans la boîte? Pour réussir à valider bah, les différentes fonctionnalités du site. Le feedback, il est important. Donc là, je vous ai donné quelques exemples. Donc ça, en fait, bah, c'est de se prendre une petite fiche et puis de se dire, bah, par rapport à toutes ces choses, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est réussi? Vous pouvez vous faire une grille de 1 à 5 et notifier comme tout ça. Et ensuite, bah, vous faites un débrief par rapport au retour avec vos équipes et vous pouvez ajuster par rapport bah, au retour que vous avez eu. D'autres tests d'utilisateurs qui existent, qui sont souvent utilisés en emailing, c'est ce qu'on appelle, alors, soit A/B testing, soit les tests A/B. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire deux versions du même contenu. Et on va changer juste un élément. Et on va faire 50-50. C'est-à-dire qu'il y a 50% des gens qui vont voir la version A quand le site sera en ligne, et il y a 50% qui vont voir la version B. Et ensuite, en fonction de comment ça se passe, bah, par exemple au nombre de clics sur un bouton, eh ben, on va pouvoir déterminer comme ça quelle est en fait la version qui fonctionne le mieux.
Faites attention quand vous faites de l'A/B testing, donc ça c'est à faire avec une agence ou un développeur, de ne modifier qu'une toute petite partie. En général, c'est juste un bouton ou une section pour vraiment voir laquelle des deux fonctionne. Si vous modifiez l'intégralité de la page, vous n'allez pas savoir sur quoi agir. Il y a un autre moyen aussi, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est tout ce qui est zone de chaleur. Les zones de chaleur, en fait, c'est là où va venir se promener la souris. C'est-à-dire, moi, je suis sur un site, bah, à quel endroit je vais aller avec la souris? Quels sont les endroits où je ne vais pas? Quels sont les endroits où je vais le mieux cliquer? Et là, vous avez deux outils, en fait, qui vont vous permettre, bah, tout simplement, d'enregistrer le parcours utilisateur. Vous avez Hotjar qui est payant, qui est très souvent utilisé sur les sites e-commerce. Quand on dit oui, il y a des cookies, c'est ça, hein, ça enregistre ce que vous faites sur le site. Et vous avez Clarity, qui est un outil très simple à mettre en place et qui est gratuit de Microsoft et qui vous permet comme ça d'enregistrer ce que vont faire vos utilisateurs. Et comme ça permet très simplement de voir un petit peu qu'est-ce qui est utile ou pas et d'ajuster après par la suite. Je vous laisse quelques sites pour vous aider dans votre réflexion. Blog du web design, le blog de graphiste avec des choses intéressantes et newsletter. Site of the Day, ça comment je vais vous expliquer ça? C'est quelqu'un en fait qui a créé un site qui donne des récompenses par rapport au site web sur tout un tas de critères. Donc là, ça peut vous aider à construire votre culture web par rapport à des sites qui fonctionnent. Une UX designer qui est très intéressant, son site Karine Lallemand qui raconte des choses très pertinentes. Et vous avez le blog du modérateur qui, en termes généraux sur le numérique, mais aussi sur tout ce qui est design, a des choses aussi très sympas. Alors, si on doit résumer un peu tout ce qu'on s'est raconté aujourd'hui, je vais résumer ça en 3 mots. Écoutez, apprenez et affinez. Écoutez vos utilisateurs, prenez en compte leurs retours. Voyez à quel point ça peut être important. Apprenez de vos erreurs, quitte à recommencer du début. N'oubliez pas, je laisse mon ego de côté. Ce qui compte, c'est mon client. Et affinez sans cesse votre discours. Ce qu'on fait aujourd'hui, le site web, une fois qu'il est construit, il faudra le reprendre si vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et soyez curieux, essayez de vous abonner à des newsletters, essayez de regarder ce que font vos concurrents, essayez de vous tenir informé de ce qui peut changer aujourd'hui sur le web. Car dites-vous bien qu'un site internet, c'est comme une maison, c'est jamais complètement fini. Il y a toujours des choses à réaliser. La mise en ligne, c'est que le début de l'aventure. Je vous laisse nos sites internet avec le contenu qu'on peut proposer sur Midi 15. Donc là, c'est tout ce qui est articles. On a aussi une newsletter. Je ne peux que vous encourager à vous inscrire. On a également notre site institutionnel, là où vous vous êtes inscrit pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, il y a tous les autres webinaires, mais il y a aussi tout notre catalogue de formations. On s'adapte aussi à vos besoins. On peut faire des formations sur mesure. N'hésitez pas à nous contacter. On a une solution à toutes vos problématiques. Et les webinaires, vous savez qu'on a tout un tas de thématiques qui sont intéressantes pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Ça a dû être mis à jour il n'y a pas longtemps pour l'année prochaine. Il y a des nouveautés qui vont arriver. Donc, je vous encourage à aller le voir régulièrement. Je vous laisse mes contacts.